Charles Baron est un nom que tous les élèves connaissent au lycée Sophie Berthelot. C'est celui qui a été donné à une grande salle qui est dédiée à la mémoire d'un déporté juif rescapé d'Auschwitz-Birkenau. C'est ce que rappelle une plaque apposée en sa présence en 2008 qui mentionne qu'il a été déporté à Auschwitz-Birkenau à l'âge de 16 ans. Cette phrase très courte montre que son histoire est exceptionnelle car il a survécu à Auschwitz-Birkenau. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire de la Shoah en France, ce sont des juifs arrêtés, envoyés à Drancy et déportés à Auschwitz-Birkenau qui ont été assassinés directement. Toutefois, derrière cette concision se cache une trajectoire d'une complexité rare. En effet, Charles Baron, entre ses 16 et 18 ans, a en effet connu 8 camps différents. Drancy, Kozel, Sachau II, Klein-Magelsdorf, Groß-Sarneux, Klein-Magelsdorf une nouvelle fois, Ludwigsdorf, Birkenau et Landsberg-Dachau. On voit donc la complexité du parcours de certains déportés qui, comme Charles Baron, passent d'un camp à un autre selon les besoins des nazis. Durant sa déportation, il doit construire des canaux, couper des arbres, couler du béton ou fabriquer des munitions. Il réussit à survivre malgré les conditions parfois extrêmes et les violences qui s'abattent sur lui. À de nombreuses reprises, il échappe à la mort, y compris à Auschwitz-Birkenau où il est déporté en juillet 1944 pour y être assassiné. Il a alors seulement 18 ans. Charles Baron est un survivant de la Shoah. Il est décédé en 2016. Sa mémoire ne doit pas être oubliée. Le 12 septembre 1942, Charles Baron, un jeune Parisien de 16 ans, est arrêté par des policiers français, parce qu'il est juif. En effet, à partir de 1942, les nazis veulent assassiner tous les juifs dans les territoires qu'ils occupent. Les hommes, femmes, enfants sont arrêtés et déportés vers l'Europe de l'Est. J'avais 16 ans. C'est un âge pour rien. Et nous, ça a été un âge pour la mort, c'est tout. Après son arrestation, le jeune Charles est emmené au camp de Drancy, dans le nord-est de Paris. En France, c'est là que presque tous les juifs arrêtés sont internés avant d'être déportés à Auschwitz-Birkenau. 6 jours après son arrestation, Charles Baron est emmené dans un train de marchandises, le convoi 34, avec 1000 autres personnes, dont 200 qui, comme lui, n'ont même pas 18 ans. Le trajet en train jusqu'en Pologne dure presque 3 jours. Pour une centaine de déportés, le long et pénible voyage s'arrête juste avant Auschwitz. Les Allemands ont besoin d'eux pour travailler dans un camp annexe d'Auschwitz. Le jeune Charles, âgé de 16 ans seulement, en fait partie. Mais pour les autres déportés, 859 exactement, le train repart et s'arrête quelques kilomètres plus loin, au centre de mise à mort de Birkenau. Les 859 personnes descendent des wagons et sont emmenées directement vers les chambres à gaz, sans rien savoir du sort qui les attend. En 1945, sur les 1000 déportés du convoi 34, ils sont seulement 31, dont Charles Baron, à avoir survécu à la déportation. Des convois comme celui-ci, il y en a eu 80 entre 1942 et 1944. La Shoah a fait plus de 6 millions de victimes, ne les oublions pas. Charles Baron est un Français né à Paris en 1926. Il est fils unique, né d'un père d'origine polonaise et d'une mère d'origine roumaine. La Seconde Guerre mondiale vient bouleverser son adolescence. À 14 ans, en 1939, il vit l'explosion du conflit. Puis, en 1940, l'humiliation avec les premières mesures antisémites du régime de Vichy. La vie pour la famille Baron devient une succession d'épreuves. Son père est déchu de sa nationalité française, contrôle policier, port de l'étoile jaune et des rumeurs de plus en plus inquiétantes concernant le sort des Juifs. Préoccupés par la sécurité de leur fils, ses parents l'envoient chez ses grands-parents au sud de Paris. Juillet 1942 marque un tournant dramatique. Les parents de Charles sont arrêtés lors de la rafle du Veldiv. Ils sont déportés à Auschwitz-Birkenau. Sa mère est immédiatement gazée, son père périt lors des expérimentations médicales. Orphelin, Charles tente de s'adapter à cette nouvelle réalité. Il travaille à Paris comme apprenti maroquinier, tout en retournant fréquemment chez ses grands-parents à Saint-Rémy-de-Chevreuse. Cependant, un contrôle en 1942 met fin à cette précaire routine. Il est arrêté par des policiers français puis déporté à Drancy, puis à Auschwitz-Birkenau. Mais par chance et grâce à son jeune âge, ce jeune de 16 ans est sélectionné pour le travail. Son long parcours concentrationnaire, durant lequel il passe par 8 camps, est une lutte quotidienne pour survivre et rester un homme. Il vit le traumatisme d'être réduit à l'état d'animal, dormir sur de la paille à Drancy, être transporté comme du bétail par train vers Auschwitz. 5 jours après l'appel, la tonte,
et l'embarquement dans les wagons. Hommes, femmes, enfants, malades, enfin, c'est horrible. On nous a ôté tout ce qui fait un homme, une femme. Je vais vous donner un exemple. Pour autant de personnes, il y avait 2 seaux d'eau de 10 litres. Le soir du départ, il n'y avait plus rien dans les seaux. Ils étaient transformés en seaux de toilette. Lorsque nous sommes arrivés à Dresde, je crois, le train s'est arrêté, les portes ont coulissé, et on a autorisé des hommes de corvée à descendre les 2 seaux de déjection, aller les vider. On les a fait rincer rapidement le seau, vous savez, un coup d'eau, remplir de flotte pour que nous puissions boire pour le reste du voyage. Personne d'entre nous n'a touché à l'eau. C'est la preuve d'un mépris absolu. Comment est-ce qu'on pouvait infliger une telle atteinte à la dignité d'un être humain ? Et subir la déshumanisation ultime à Birkenau, où il est marqué d'un numéro comme un animal. Charles Baron a lutté pendant 3 longues années. Quand sa déportation prend fin, en avril 1945, il pèse à peine 30 kilos. Puis oublie pas l'âge que j'avais. Tout ce que je te raconte, j'avais pas 19 ans. Et pour certains faits, j'avais pas 17 ans. Charles Baron n'a que 18 ans lorsqu'il est transféré à Birkenau. Birkenau est ce que les historiens appellent un centre de mise à mort. Les Juifs sont déportés de toute l'Europe et y sont conduits pour être directement assassinés dans les chambres à gaz. Mais Charles Baron échappe à la mort. Il est de nouveau sélectionné pour le travail. Il reste presque 3 mois dans le camp de quarantaine avant d'être de nouveau transféré vers un camp de concentration annexe de Dachau. Alors pourquoi et comment Charles Baron a-t-il échappé à la mort à Birkenau ? Les réponses sont multiples. Premièrement, Charles Baron n'était pas un novice des camps à son arrivée à Birkenau. Déjà déporté depuis presque 2 ans, il est transféré pour de raisons disciplinaires après un travail jugé insatisfaisant dans des usines d'armement. Sa survie, il la doit aussi et surtout au hasard et à la chance. À son arrivée, il est conduit à la chambre à gaz, mais une fois dans le déshabilleur, un médecin le sélectionne pour le travail et le place dans le camp de quarantaine. Plus tard, alors qu'il est de nouveau destiné à la mort, un bombardement providentiel vient interrompre la sélection. Un médecin juif le fait sortir du groupe, conduit à la chambre à gaz, après s'être aperçu que Charles Baron est né à Paris. Enfin, la chronologie des événements joue aussi en sa faveur. Charles Baron a survécu à Birkenau car il est arrivé dans un contexte particulier. En effet, en juillet 1944, bien que les nazis soient déterminés à poursuivre le génocide, ils ressentent également le besoin pressant de main-d'œuvre pour soutenir l'effort de guerre. Ce n'est donc pas un hasard si Charles, avec sa jeunesse et sa force relative, est donc choisi pour travailler. D'ailleurs, en septembre 1944, il est réaffecté à une usine d'armement dans le sud de l'Allemagne. Son expérience à Birkenau est donc singulière. En juillet 1944, j'avais été envoyé là-bas, à Birkenau. Bon, Birkenau, c'était la machine à tuer. Donc j'ai vécu 4 mois, je crois, à avoir peur. Mais vous savez, cette espèce de trou qui vous prend les tripes et qui vous lâche pas. Il reste presque 3 mois dans le camp de quarantaine. Et de son propre aveu, ces mois à Birkenau lui ont permis de reprendre des forces, alors qu'Auschwitz-Birkenau est un immense cimetière dans lequel les nazis ont tué plus d'1 million de déportés venant de toute l'Europe. La survie de Charles Baron à Birkenau est donc remarquable et elle témoigne de la résilience humaine face à l'adversité. C'est en avril 1945 que la longue déportation de Charles Baron prend fin. De 1942 à 1945, il a connu 8 camps différents. Celui de Drancy, en France, 6 camps annexes d'Auschwitz en Pologne, et enfin celui de Landsberg, à côté de Dachau, près de Munich, dans le sud de l'Allemagne. À Landsberg, Charles se voit attribuer le matricule 119744. Il doit travailler dans une usine d'armement dans laquelle les conditions de vie sont terribles. Et en février 1945, les armées alliées commencent à envahir l'Allemagne. En quelques semaines, les Américains approchent de Munich et au camp de Landsberg. Le 27 avril 1945, Charles Baron est alors transféré en train dans un wagon découvert vers un autre camp, celui de Dachau. Durant son transfert, le convoi est touché par un bombardement aérien. Avec un autre déporté, Charles Baron saisit sa chance et en profite pour s'évader. Et je me suis évadé d'un train avec un ami français. On a trouvé le moyen de partir du train. Cette évasion, elle était accompagnée
pour nous, avec des coups de feu, on est parti dans les champs. On a marché. Alors il y a un paysan qui nous a cachés pendant 3 jours. Et le 3e jour, en bas, on a trouvé 2 Américains. On est tombé dans leurs bras. Et il me caressait la tête et il me disait sans arrêt, pleure pas petit Français, pleure pas. Qu'est-ce que j'ai pleuré? Oh là là. Charles Baron est ensuite pris en charge dans des hôpitaux militaires en Allemagne. Lorsqu'il revient à Paris en 1945, il ne pèse plus que 36 kilos, mais il est vivant. À partir des années 1980, Charles Baron transforme sa tragédie personnelle en un puissant témoignage public. Il se donne pour mission de partager son histoire douloureuse, devenant ainsi un fervent défenseur de la mémoire de l'Holocauste. Il commence à témoigner devant des classes de Normandie et surtout du Nord-Pas-de-Calais, comme le fait encore aujourd'hui Ginette Kolinka, une autre survivante d'Auschwitz-Birkenau. À de nombreuses reprises, il accompagne les lycéens à Auschwitz pour expliquer la particularité du génocide. C'est donc pour lui rendre hommage qu'en 2008, le conseil régional propose qu'une salle du lycée Sophie Berthelot de Calais porte son nom. Pour lui, un autre moyen de transmettre la mémoire de la Shoah était la bande dessinée dont il était un grand passionné. Il avait en son temps convaincu ses camarades déportés que la bande dessinée de Maus était une œuvre utile pour la mémoire de la Shoah. Je ne sais pas comment vous dire, monsieur, mais le premier homme qu'on voit tuer, c'est épouvantable. Aujourd'hui encore, 70 ans, je revois ce que je n'ai pas vu. En 2015, à 89 ans, cet infatigable témoin était encore pleinement investi pour transmettre et lutter contre l'antisémitisme. Charles Baron meurt à l'âge de 90 ans le 4 octobre 2016. À Sophie Berthelot et dans tous les lieux qui lui sont dédiés, son souvenir ne s'éteindra pas. Ma vie a été quelque chose d'assez horrible et il faut bien que je vous en parle pour que vous vous en souveniez quand vous aurez des enfants. Ce que je voudrais que vous reteniez de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est ça. On est tous les mêmes. Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne en 1933 en étant élu démocratiquement. Sa politique ainsi que celle de son parti repose sur la frustration allemande après la défaite de 1918 et sur les effets de la crise de 1929. Rapidement se met en place la dictature. En quelques semaines à peine, il s'adjuge les pleins pouvoirs et supprime toute opposition. C'est le début de longues années de terreur pour l'Europe toute entière qui va connaître des massacres sans précédent. Hitler conçoit le monde d'une certaine manière. Le peuple allemand appartiendrait à la race aryenne, une race supérieure d'après lui, et les juifs représenteraient une race inférieure, il ne les considère même pas comme des hommes, et d'après lui, ils seraient la raison de l'état de l'Allemagne dans les années 1930. Il enchaîne les mesures antisémites durant de nombreuses années, jusqu'en 1942 et le déclenchement de la solution finale à la question juive. Construit en 1940 pour y enfermer les prisonniers politiques polonais, le camp d'Auschwitz est rapidement devenu un camp de concentration global, puis un centre de mise à mort. 1,3 million de personnes y furent déportées et plus d'1 million d'entre elles y périrent. Auschwitz servait à accélérer le processus d'extermination, notamment avec les chambres à gaz, lieu poignant que l'on retient forcément lors de notre visite. Une petite partie des déportés travaillaient également dans ce lieu, notamment à Auschwitz III Monowitz, de manière forcée, sans relâche et sans pitié de la part des surveillants. L'un des principaux acteurs de ce massacre au niveau local fut Rudolf Höss, commandant du camp de 1940 à 1943. Il fut pendu sur une potence dans le camp en 1947, potence que nous pouvons voir exposée à l'entrée de la dernière chambre à gaz, comme un symbole. L'idéologie nazie consistait à dire que les juifs ne valaient pas mieux que des animaux. Certaines expériences furent menées, commandées par l'armée allemande et étaient réalisées dans les camps, prenant cette idée comme argument pour justifier ces horreurs. Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz spécialisé en génétique, qui sera surnommé l'ange de la mort de par sa participation à la sélection des déportés à la sortie du train, mena des expériences horribles sur les déportés.
La SS autorisait les chercheurs en biomédecine allemands à mener des expériences contraires à toute éthique et souvent mortelles sur des êtres humains dans les camps de concentration. Les professionnels de santé qui menaient les tests à Auschwitz ne demandaient pas leur accord aux prisonniers et ne leur donnaient aucune information sur le traitement ou ses effets potentiels. À Auschwitz, les expérimentations consistaient à, entre autres, tester des méthodes de stérilisation, blesser volontairement des prisonniers ou leur inoculer des maladies pour étudier leurs effets et tester des traitements, effectuer des opérations et des procédures inutiles sur des patients à des fins de recherche ou pour former des professionnels de santé, ou encore tuer et disséquer des prisonniers à des fins de recherche anthropologiques et médicales. Les Sonderkommando étaient des déportés qui étaient contraints de participer aux exactions nazies, mieux nourris et mieux logés que les autres, sans pour autant directement prendre part aux assassinats. Ces unités, en général chargées de manipuler les cadavres, les extraire des camions ou des chambres à gaz et les placer ensuite dans des fosses communes ou dans des fours crématoires. Être Sonderkommando permet d'obtenir des avantages, car ils avaient la confiance de l'administration du camp. Ils n'oubliaient pas leurs camarades qui travaillaient dans les camps. La plupart d'entre eux leur donnaient par exemple de la nourriture volée. Ayant accès à du papier et des crayons, certains d'entre eux ont pu notamment relater l'enfer de la Shoah à travers leurs écrits et dessins. Les déportés ont tenté d'effectuer des actes de résistance durant l'ensemble du processus d'écartement et de mise à mort de leur population. Que ce soit dans les ghettos, dans les prisons et jusqu'aux camps de concentration, Auschwitz n'était pas seulement un lieu de désespoir, mais aussi et surtout un lieu de résilience. Certains déportés, malgré les conditions inhumaines, partageaient leurs rations avec ceux qui étaient les plus faibles. Ces gestes modestes étaient des actes de défiance face à l'inhumanité qui les entourait. Survivre dans un environnement concentrationnaire était en soi un acte de résistance, un défi quotidien pour les déportés. Certains déportés ont choisi la voie périlleuse de la résistance active. Bravant les risques, ils ont conspiré pour collecter des informations, saboter des installations nazies et parfois même réussi à échapper temporairement à leur destin funeste. Ces actes audacieux étaient une réponse courageuse à l'oppression nazie. Il est essentiel de souligner la complexité de la résistance dans les camps. Les nazis régnaient par la terreur et toute tentative de rébellion était sévèrement punie. Les déportés devaient jongler entre la nécessité de survivre et le désir de résister, souvent au péril de leur propre vie. Le récit de la résistance dans les camps souligne la force inébranlable de l'humanité face à l'adversité. À Auschwitz, la résilience des déportés a laissé un héritage indélébile. Leur capacité à résister, que ce soit à travers des gestes modestes ou des actes de rébellion audacieux, est un témoignage poignant de la volonté de préserver leur humanité malgré des circonstances déchirantes. D'après les versions officielles, les Alliés n'ont été mis au courant de l'enfer des camps de concentration et notamment celui d'Auschwitz uniquement en 1944, année durant laquelle 2 rescapés témoignent de leur passé de déportés dans le camp. Le camp d'Auschwitz a été libéré le 27 janvier 1945 par l'armée rouge, qui découvre à son arrivée 7000 survivants épuisés et sous-alimentés, mais aussi les cadavres de plus de 600 déportés que les nazis ont assassinés lors de la tentative d'évacuation du camp. À cette date, le monde est donc mis au courant de l'enfer de la solution finale. Même si les Alliés furent mis au courant de l'enfer des camps dès fin 1942, ils ont jugé ne pas avoir la capacité d'agir pour aider les populations dans les camps avant d'avoir gagné la guerre, car le nombre de victimes civiles lors d'un éventuel bombardement aurait été trop important. Quand on parle de la nature, on pense d'abord à la faune ou à la flore. Eh bien, il est vrai qu'aujourd'hui, Auschwitz a repris de la couleur grâce aux arbres, aux fleurs, à la verdure. On peut quelquefois y croiser des renards ou bien entendre des oiseaux chanter. Ces chants d'oiseaux ont redonné vie au paysage polonais. Ils ont remplacé les bruits de train, les coups de feu, les cris. Les lieux semblent paisibles, les espaces sont entretenus. Un autre aspect de la nature qui rentre en compte en ces lieux est bien évidemment l'odeur. Les odeurs que l'on peut y sentir aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 78 ans. Il est important de se rappeler que cet endroit sentait la boue, le manque d'hygiène, la maladie et les corps brûlés. Simone Veil, ancienne déportée en visite dans ce camp, redit « Est-ce que ces bâtiments tels qu'ils sont aujourd'hui peuvent vraiment rendre compte de ce qu'il s'est passé ? J'en doute. »
Les seules traces restantes du passage des déportés sont les biens qu'ils emportaient avec eux sans savoir qu'ils allaient leur être confisqués, tels que leurs lunettes, leurs valises, leur vaisselle, mais le plus marquant, leurs cheveux. Chaque année, environ 2 millions de touristes se rendent à Auschwitz-Birkenau, dont un très grand nombre de jeunes. Ce tourisme est important afin de perpétuer le devoir de mémoire, pour ne jamais oublier ce qu'il s'est passé dans les camps de concentration et ne jamais reproduire la même chose à l'avenir. Le tourisme des camps ne représente pas un tourisme classique. Il faut respecter des règles de bienséance et faire preuve de décence. Pour une meilleure accessibilité aux camps, des aménagements ont été réalisés. Par exemple, l'entrée de Birkenau se fait par le corridor, alors qu'auparavant les déportés arrivaient par l'entrée où se situait la maison du gardien. Auschwitz I a été aménagé sous forme d'un musée, afin de retracer les événements à l'aide de photos et de textes. Le tourisme des camps reste à l'heure actuelle le meilleur moyen de faire des jeunes des passeurs de mémoire.